Bonjour, je remercie Santélis de m'avoir invité pour vous présenter Un peu d'attention s'il vous plaît, merci. ce sujet. Moi je me suis intéressé aux proms depuis un peu plus d'un an maintenant, à travers un projet que je vous présenterai à la fin du topo. Moi je m'appelle Melchior Chaban, je suis néphrologue, je suis à HU dans le service. Pour commencer, qu'est-ce qu'un proms ? Alors les proms, c'est les outils de mesure pour mesurer ce qu'on appelle les PRO, pour Patient Reported Outcome, c'est-à-dire les critères de jugement rapportés par le patient. Quand on fait des études cliniques, il y a plusieurs types de critères de jugement. Vous avez les critères cliniques, comme la mortalité, le risque cardiovasculaire. Vous avez les critères intermédiaires, comme le taux de phosphore, le KT sur V ou l'hémoglobine. Et puis vous avez les critères qui sont rapportés par les patients, comme la qualité de vie ou le prurite, la fatigue. Et les PROMS, c'est défini par la FDA comme tout rapport sur l'état de santé d'un patient qui provient directement du patient, qui n'est pas interprété par le clinicien ou toute autre personne. Il en existe plusieurs types. Vous avez des PROMS qu'on appelle génériques, qui peuvent s'appliquer à différents domaines et différentes spécialités, comme le SF12 qui va mesurer la qualité de vie. Vous en avez qui sont plus spécifiques d'une situation. Par exemple, vous avez cet index-là, le Dialysis Burden Index, qui permet de mesurer le poids des symptômes chez les patients en hémodialyse. Et puis, vous en avez des mixtes qui ont à la fois des parties génériques et à la fois des spécificités d'organes. Et finalement, pourquoi c'est intéressant et probablement très utile d'utiliser les PROMS en néphrologie? Et bien parce que nos patients, peut-être plus que tous les autres, ils ont une charge mentale de symptômes très importante. Et quand vous prenez cet article qui est issu du registre rein, et bien vous voyez que nos malades, ils ont un nombre de symptômes qui est, très important, très fréquemment rapporté, et avec une intensité et un retentissement qui est extrêmement important. Vous prenez la fatigue, c'est plus de 77% de nos patients, et chez 54% d'entre eux, c'est ressenti comme insoutenable. Et si d'ailleurs vous faites, donc ça c'est une étude qualitative américaine, vous faites des interviews avec des patients et des soignants, et vous essayez de leur dire quels sont les critères de jugement qui semblent importants en néphrologie. Et vous voyez que les premiers qui sortent, c'est la fatigue, la résilience, l'habilité pour voyager, le temps sans dialyse qui est extrêmement important pour nos patients et pour lequel peut-être on a un peu moins d'intérêt. En bleu clair, c'est les soignants. Et puis vous voyez qu'un critère très dur qu'il y a dans toutes les études, il apparaît qu'en 14e position d'intérêt. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le mesurer, mais peut-être qu'il ne faut pas mesurer que ça. Décidément. Et dans la même étude, ils essayent donc de classifier ces domaines de jugement en plusieurs grands domaines. Et vous voyez que en bas de ce qu'ils notent comme important pour les patients, c'est tout ce qui va être paramètres biochimiques. Et en première position, c'est tout ce qui va être qualité de vie, vie psychosociale, avec des thèmes à côté qui sont rapportés comme le bien vivre ou la préoccupation avec l'immédiateté. Et si vous regardez des paroles de patients qui sont issues de cet article, ils vous expliquent que la fatigue, le sommeil, ça affecte tout. Et que si vous n'en avez pas assez, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, on peut apprendre à vivre sans voyager, mais on ne peut pas apprendre à vivre avec des douleurs qui sont quotidiennes. Et que finalement, le phosphore, le taux de calcium, ils comprennent bien que c'est important, mais ce n'est pas ça qui va leur faire que leur vie au quotidien, elle est différente ou non. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à s'intéresser à ça, mais on ne peut peut-être pas faire que ça. Et finalement, jusqu'à récemment, on ne s'intéressait probablement pas beaucoup à ces PRO, puisque vous voyez que ça, c'est une étude de 2018 faite par le docteur Sautenay, où elle reprend 362 études de patients en hémodialyse, avec du coup un nombre conséquent de participants, et elle reprend tous les critères de jugement dans ces études. Donc là, vous voyez 81 critères de jugement, et dans ces 81 critères de jugement, assez peu, finalement, sont des critères de jugement rapportés par le patient. Et non seulement il n'y en a pas beaucoup, mais en plus, ils sont très peu fréquemment faits, puisque vous voyez que la douleur, c'est dans 15% des études. La fatigue, c'est moins de 10% des études. La qualité de vie, c'est 5% des études. Donc finalement, probablement qu'on les sous-investit. À partir de ces constatations, c'est un groupe d'études ont commencé à mettre en place ce qu'on appelle les SONG initiatives. Donc le but, c'était de définir des critères de jugement communs pour les études de néphrologie. Donc il y a les SONG pour la dialyse, les SONG pour la DP, les SONG pour la transplantation. Et ce que je trouve intéressant dans cette diapositive, c'est que sur les critères qui ont été retenus,
on peut voir ceux qui sont favorisés par les patients, comme la capacité de voyager, le temps sans dialyse, et puis ceux qui sont favorisés par les cliniciens, mais qui finalement semblent moins dans les priorités de nos malades. Une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les étudier, mais on ne peut pas faire que ça. Et la conclusion de ces initiatives, c'était d'essayer de faire un noyau de critères de jugement sur lequel on devrait toujours avoir ces critères de jugement quand on fait une étude en néphrologie. Et on voit que, par exemple, la fatigue, finalement, devrait toujours être parmi nos critères de jugement. Et si on regarde dans la deuxième ligne, ceux qui sont les critères de jugement qui devraient le plus souvent possible se retrouver dans des critères de jugement d'études, eh ben, on a beaucoup de critères qui sont des critères rapportés par le patient. Et donc, pourquoi on a aussi besoin d'instruments pour les faire? Eh ben parce que le clinicien, il a tendance à sous-estimer les symptômes de ses malades. Donc ça, c'est une étude en néphrologie, mais il y a déjà les mêmes choses qui ont été faites en oncologie, 2007, donc c'est déjà un peu vieux. Et donc si vous prenez d'un côté les critères qui sont rapportés par les patients, et de l'autre, vous interrogez son clinicien en disant, d'après lui, combien de pourcentage de ces patients expriment ces symptômes, et ben vous voyez qu'on a toujours tendance à sous-estimer les symptômes, puisque pour la fatigue, c'est 68% des patients qui le rapportent, et 45% des cliniciens. Et pour le prurite, c'est 45% aussi des patients et 13% des cliniciens qui la rapportent spontanément. Donc, probablement qu'on a besoin d'instruments pour le mesurer. Donc, après cette introduction, sur quoi on peut essayer d'utiliser ces outils de mesure des critères de jugement. Donc, j'aime bien cette diapositive parce qu'elle montre qu'on peut faire probablement plein de choses avec les prompts, mais il faut aussi savoir ce qu'on veut faire pour utiliser les bons outils. Parce qu'on peut essayer de penser à des registres, comme le registre rein, où on peut les utiliser. On peut le faire pour faire de la recherche clinique. Et puis, il y a aussi pour partir du patient et revenir au patient pour essayer d'améliorer le management du patient. Et probablement, en fonction de ce qu'on veut faire, on ne va pas utiliser les mêmes outils. Donc, est-ce qu'il y a des exemples d'implémentation de prompts dans la pratique courante? Oui, mais elles sont souvent très descriptives et assez hétéroclites. Donc, je vous en ai sélectionné quelques-unes qui ne sont pas exhaustives, mais vous avez une étude de registre australien néo-zélandais qui était une étude pilote avant une autre étude qui est en cours, dont je vous présenterai tout à l'heure. Et ils interrogeaient les centres de néphrologie sur leur pratique actuelle sur l'utilisation des prompts. Ça se passe en 2017. Donc, ce qu'on peut voir sur cette étude, c'est qu'il y a déjà un nombre assez conséquent de centres qui les utilisent, puisque c'est environ 49% des centres qui utilisent les prompts, mais on voit assez rapidement qu'en fait, c'est très hétérogène. Il y a des centres qui les utilisent quasiment constamment, et puis des centres qui les utilisent pas du tout. Autre chose, quand on regarde quel questionnaire ils utilisent, c'est pareil, c'est quelque chose de très hétérogène, avec aucun questionnaire qui prend le lead, et donc il y a beaucoup de questionnaires différents qui sont utilisés, ce qui rend toujours un peu plus difficile d'extrapoler les résultats. Idem, si on regarde la fréquence ou l'administration de ces questionnaires, il n'y a pas de cohérence qui se dégage avec probablement quand on fait des soins conservateurs, en sachant qu'en Australie, ils ont des cliniques de soins conservateurs, ils les utilisent énormément, presque à chaque fois ou en tout cas de manière régulière, qu'il y a probablement des gens qui les utilisent de manière protocolaire et d'autres qu'au coup par coup. Et puis quand on regarde pour la dialyse, c'est beaucoup plus hétérogène. Pourquoi finalement ils utilisent ces questionnaires? Quand même, dans 58% des cas, c'est pour faire de la clinique. Et puis, il y en a d'autres, ils les font, mais ils collectent les données, mais ils ne les utilisent pas, ce qui pose quand même des problèmes. Et puis, le principal frein à l'utilisation des prompts, c'est le temps, le facteur ressources humaines, le facteur ressources temps, puisque les collecter, c'est quand même long. Et donc, dans 80% des cas, c'est ce qui limitait les centres, mais on voit qu'il y a un tiers des cas qui disaient que ce n'était pas la priorité du moment. Et puis, il y a environ 10% des centres qui ne sont pas au courant que ça existe pour les malades. C'est majoritairement rempli par les patients, mais souvent assisté par les infirmières, ce qui pose aussi d'autres problèmes. Et puis, vous voyez, là, il disait 4%, mais en fait, quand on reprend ce tableau-là, on est plutôt à 10% de questionnaires qui sont faits, mais pas utilisés. Est-ce qu'on a d'autres exemples de pratiques? On a les Hollandais qui sont aussi en avance sur les prompts, avec notamment cette équipe de Willik en premier auteur. Ça, c'est une étude pilote
qu'ils ont mené de 2016 à 2017. Donc là, c'est eux qui ont incité 16 centres, qui représentent un quart des patients en dialyse en Hollande. Et donc, c'est les équipes des centres qui invitaient les patients à remplir 2 questionnaires. Un questionnaire générique qui est le SF12 de qualité de vie et un questionnaire spécifique de symptômes en hémodialyse qui est le DSI. Et ils le faisaient à la baseline, à 3 mois et à 6 mois. Et déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un taux de non-participation qui est important, puisque 64% des patients étaient non-répondeurs. Non-répondeurs, c'est qu'ils ont répondu à 0 questionnaire sur les 3 invitations. Les répondeurs étaient globalement plus âgés, avec des statuts socio-économiques un peu plus élevés, et ils étaient plus récemment en dialyse. Et pareil que tout à l'heure, je vous montrais qu'il y avait une hétérogénéité des centres, et ben c'est la même chose. On voit qu'il y a des centres qui ont un taux de réponse quasiment plus de 70% et d'autres qui ne répondent pas du tout. Donc il y a probablement un effet centre sur la capacité de stimuler nos patients à les utiliser. Et puis on voit que ça s'essouffle un peu dans le temps. Au début, il y a beaucoup de gens qui répondent et puis progressivement, il y en a un petit peu moins en taux de réponse. Et puis, est-ce que quand on fait ça, on arrive à avoir des données intéressantes? Et ben, ça reste assez descriptif avec, effectivement, nos patients, ils ont beaucoup de symptômes. Ce n'est pas toujours les symptômes les plus fréquents qui ont le plus de fardeau, mais on peut quand même se donner des idées. Mais est-ce que ça permet d'améliorer la pratique clinique? On verra ça tout à l'heure. Un autre exemple, ça c'était une étude française, où c'est pareil, on voit que nos patients, ils ont un fardeau par rapport à la population générale. Donc ça, c'est des scores résumés de performance physique et de performance mentale à partir des qualités de vie. Et ce qu'on peut voir, c'est que les patients, notamment nos patients dialysés, eh ben, ils ont des moins bons scores en performance physique et en qualité de vie mentale que la population générale et que nos autres patients. Donc c'est toujours important de s'en souvenir. Mais bon, est-ce que finalement, faire ça, ça permet d'améliorer la qualité des soins pour nos malades? Et donc, première étude, 2010, une étude longitudinale aux États-Unis, où ils ont pris les gens sur une longue période et puis ils leur faisaient des questionnaires de manière longitudinale, 6, 12 et 18 mois. Et est-ce que si on fait ça, on améliore la qualité de vie de nos malades? Eh ben, pas tant que ça, puisque vous voyez que globalement, les courbes, elles restent au même niveau, et que ce soit pour le performance status ou le performance mentale, et indépendamment du fait qu'ils sont dialysés de manière correcte, ces patients, parce qu'on voit que le KT sur V reste toujours dans les objectifs, que le taux d'albumine et d'hémoglobine est bien également. Alors, est-ce que ça permet éventuellement de mieux communiquer avec nos patients? Donc ça, c'est une étude du Clinical JSN qui est récente, une étude canadienne. Alors, je n'ai pas pu la lire en entier parce qu'il y a des petits problèmes d'accès à ce journal actuellement, mais si on en croit leur abstract visuel, ça ne permet pas d'améliorer de manière significative, en tout cas, la communication avec le patient et le clinicien. Donc là, vous commencez à vous demander pourquoi je vous parle de ça. Et heureusement, les oncologues, ils nous avaient montré la voie il y a maintenant de nombreuses années, puisque c'était en 2004, et qu'en fait, si on utilise les PROMS, si on veut que ça améliore la pratique vers nos patients, eh ben, il faut utiliser les résultats et il faut revenir vers les patients avec les résultats. Et ça, c'est une étude prospective qui est randomisée, qui était faite anglaise, où ils avaient fait 3 groupes. Un groupe intervention, où on faisait un questionnaire qui est le FACIT-G et on revenait vers le patient avec les résultats. Un groupe qu'ils appellent Attention Control, où ils faisaient le questionnaire, mais il n'y avait pas de feedback. Et un groupe qui était les soins courants. Et les cliniciens, ils recevaient ce genre de charte où on voit la flèche du haut qui est le score de la population générale et puis l'évolution des patients sur différents domaines d'évolution. Donc, si on fait ça, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit que le groupe intervention, c'est-à-dire le groupe avec le feedback, eh ben, ils ont une meilleure qualité de vie que le groupe contrôle. Pas par rapport, par contre, au groupe attention de contrôle. Donc, probablement que le simple fait de faire des questionnaires de qualité de vie, ça l'améliore un petit peu. Par contre, si on regarde le score émotionnel, eh ben, c'était significatif que s'il y avait un feedback. Et si on regarde la proportion de patients qui ont effectivement amélioré leur qualité de vie, eh ben, elle est bien plus importante dans le groupe intervention que dans le groupe attention de contrôle et encore plus que dans le groupe contrôle tout court. Et ça, le fait d'améliorer sa qualité de vie, c'était associé à plus de discussions des symptômes, l'utilisation des résultats des échelles, et ça n'influait pas sur le temps de consultation ni sur la prise en charge en elle-même. Et le fait de revenir vers les patients avec le feedback, c'était déjà aussi ce qui était montré dans l'étude du registre hollandais dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui avait fait tirer au sort des patients.
Et sur les patients qui avaient été tirés au sort pour récupérer pour avoir un feedback des résultats, ils avaient une meilleure qualité de vie à la fin de l'étude et ils décrivaient une meilleure communication avec leurs cliniciens. Et ils ont par la suite fait une étude qualitative. Si vous voulez avoir des clés pour avoir des outils pour discuter des résultats avec vos patients, vous pouvez aller voir cette étude qui vous donne quelques pistes à suivre. Est-ce qu'il y a du neuf à venir pour essayer de s'inspirer de ce qu'ont fait les oncologues? Oui, il y a cette étude australienne qui est en cours, où vous avez un bras contrôle où on fait des questionnaires de qualité de vie sans feedback, et un groupe intervention où on a ces questionnaires avec feedback. Et le but, c'est d'essayer de voir si ça améliore la qualité de vie. Il y a une étude canadienne qui est également en cours, où c'est pareil, plusieurs groupes avec différents questionnaires et un groupe où il n'y a pas de questionnaire. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cette étude, c'est qu'ils se sont aussi interrogés sur la lisibilité des résultats, et donc ils présentent le score aussi avec un visuel pour que le clinicien puisse tout de suite voir les dimensions qui sont impactées chez le malade, celles qui sont très impactées, celles qui ne le sont pas, et puis voir le suivi éventuel. Et puis l'autre chose qui était intéressante dans cette étude, c'est qu'ils ont pris les participants de l'étude et ils ont fait une étude qualitative, donc c'est des interviews ciblées de patients, d'infirmiers et puis de médecins qui participaient à l'étude. Et ce qui ressort de cette étude qualitative, c'est qu'on a besoin d'une équipe et que peut-être les PROMS, ça permet de recentrer l'équipe avec le patient au centre en remettant et en rationalisant les symptômes, avec par exemple cette infirmière qui pensait que le patient avait mal rempli les questionnaires tellement il avait de symptômes. Donc ça rappelle l'importance des symptômes chez nos patients. Ça permet de rationaliser l'information, de mieux peut-être partager l'information ou de libérer l'information. Et donc ça, c'est cette infirmière qui dit que ça a permis de dégager des thématiques qui n'étaient pas abordées avant dans les réunions de service. Et puis ça permet peut-être derrière de redéfinir les priorités sur comment on fait le suivi ou comment on manage les symptômes qui sont décrits par le patient, avec la conclusion, c'est un travail d'équipe et le patient est au centre. Et je crois que le travail d'équipe, c'est le prochain topo, donc ça tombe bien. Mais bon, est-ce que c'est toujours facile d'utiliser les prompts? C'est pas si facile que ça. Première raison, c'est qu'on ne sait pas toujours lequel choisir. Il y a des recommandations qui sont un petit peu hétéroclites en fonction de la longueur ou de ce qu'on veut en faire. Il y a les recommandations de temps qui sont également pas très claires. Ils disent au moins une fois par an, mais ça dépend aussi de ce qu'on en entend. Et puis, l'autre grande difficulté, c'est l'accessibilité des questionnaires, avec des résultats qui sont souvent sous licence ou difficiles d'accès. Il y en a beaucoup qui ne sont pas traduits ou pas validés dans la population d'intérêt, et puis la lecture des résultats est parfois un peu difficile. L'autre problématique qu'on peut avoir, c'est comment on présente les résultats. Et donc dans cette étude, les auteurs montraient qu'il y avait dans 82% des cas des données manquantes qui n'étaient pas toujours répertoriées par les auteurs, que dans 70% des cas, on prenait que les domaines qui nous intéressaient et pas tous les domaines du questionnaire. Et puis, dans un tiers des cas, on invente des nouveaux scores qui ne sont pas recommandés par les auteurs des questionnaires en question. Et puis, je voulais finir avec deux exemples de l'utilisation des prompts en pratique clinique qu'on a fait à Besançon. Donc, la première, c'est quelque chose dont on a un peu discuté ce matin, qui était la fragilité. Et donc, ça, c'était une étude qui était portée par le professeur Courriveau pour mesurer la fragilité en dialyse péritonéale avant l'initiation de la dialyse et puis 6 mois après. Et vous voyez que ce qu'on a appelé la méthode 1, qui était une méthode de dépistage de la fragilité, pour la faire, on a besoin que de PROMS, puisqu'on peut le faire avec le Cadicol SF36, le test MNA, et puis une question au patient. Et avec ça, on est capable de discriminer les patients qui ne sont pas fragiles. Si le test nous répond fragilité, il faut aller un peu plus loin pour l'affiner, mais on peut déjà faire un premier screening de patients avec finalement des PROMS et des questions. Et ça, pourquoi c'est important? On en a parlé ce matin, donc je ne vais pas m'attarder, mais parce que la fragilité, c'est associé à de la mortalité, et aussi peut-être et avant tout
parce que c'est un statut dynamique, ce qu'on a discuté également ce matin, et que du coup c'est important de pouvoir la mesurer, et de pouvoir mesurer et de répéter la mesure dans le temps, et que si on a des outils faciles pour le faire, ça facilite son implémentation clinique. Et d'ailleurs, on a mis en place un outil pour justement que les cliniciens puissent s'approprier cet outil de mesure de la fragilité. Donc vous avez le lien juste ici, si vous voulez le faire en pratique clinique. Et enfin, je voulais finir avec un projet que je porte personnellement, qui est le projet qu'on a appelé Profiler pour PRO Frailty Life Expectancy Radar. Donc c'est un projet qui est né à partir de la constatation dont on a également dit ce matin, c'est-à-dire le vieillissement de notre population néphrologique et parfois les questions qu'on peut se poser sur comment on mesure l'efficacité ou la pertinence de nos soins. Et donc le but, c'était de faire des évaluations pluridimensionnelles de patients âgés, mais aussi de pouvoir faire une meilleure lisibilité de ces résultats en les présentant sous forme d'un radar avec des résultats qui sont normalisés. Donc plus vous êtes à l'extérieur du radar, plus vous êtes dans des dimensions qui sont bonnes, et plus vous êtes au centre, plus les dimensions sont impactées. Et donc on a commencé ça, et c'est en cours de projet. Le but, c'est d'essayer d'aider à la prise de décision et l'orientation de nos malades. Donc vous avez l'exemple de deux patients. Vous voyez, ce patient avait des douleurs extrêmement importantes pendant les séances de dialyse. Et le fait de le voir plusieurs fois par semaine en lui posant les questions, c'était quelque chose qu'il ne nous rapportait pas. Et le fait de l'avoir fait avec des prompts, ça a permis de mettre le doigt dessus et d'adapter la prescription de la séance de dialyse pour diminuer. Et depuis, le patient a beaucoup moins de douleurs. Donc, en conclusion, les patient-reported outcomes, il me semble indispensable pour mesurer la qualité de soins perçue par le patient et doivent être mesurés via les fameux prompts. Pour les utiliser en pratique clinique, il faut bien définir le but de l'utilisation qu'on veut faire parce que ça va vraiment dépendre de ça, l'outil qu'on va utiliser. Que si on utilise des prompts, il faut revenir au patient avec les prompts et que le feedback est indispensable. Et que les limites de l'implémentation clinique, c'est le facteur temps, l'accès à l'interprétation et à la lisibilité des résultats. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette intéressante démonstration, très bien documentée d'ailleurs, et bon courage pour votre projet, ce qui me paraît très intéressant. Je pense que ça c'est quelque chose qui intéresse tout le monde, bien évidemment, la qualité des soins et le ressenti du patient. Sauf que, comme vous l'avez dit, c'est limité aussi par le temps et les moyens humains, puisque malheureusement, on est souvent un petit peu débordé dans nos centres de dialyse. Donc, petit clin d'œil à Santélis, qui pourrait peut-être justement nous aider à développer ce genre de choses, parce que malheureusement, dans nos hôpitaux, souvent, on a peu de moyens. Voilà, c'était la petite remarque du jour. C'est en cours de discussion avec eux et on réfléchit avec eux. Un petit peu, puisque vous le présentez.